On est bon? Allez, donc on va essayer de concrétiser un peu ce qui a été dit ce matin, parce qu'on a parlé pas mal de valeurs, d'expérience. Donc moi ça fait 15 ans que je travaille en tant que designer chez Soprasteria. Ce qu'on peut voir, c'est que la valeur, ça reste un peu un concept abstrait sur les projets. On la définit pas clairement au départ, on la mesure pas forcément, et les équipes ne savent pas trop finalement qu'est-ce qu'on entend par là. Donc on va vraiment rentrer dans le concret, un peu plus pragmatique on va dire que les choses théoriques. Donc pour se présenter, Jade, je te laisse. Donc moi j'ai pas 15 ans d'expérience, hein, j'ai une expérience un peu plus jeune. Moi ça fait 2 ans que je suis voilà, chez Soprasteria en tant que lead designer. Et donc j'accompagne Christophe. Est-ce que j'ai eu l'occasion de travailler un peu voilà, donc en safe pour le coup, donc ça fait quoi avec la présentation précédente. Mais voilà, du coup j'ai le nez dedans, on va dire, de tout ce qui se passe et de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec l'agilité, notamment avec nos métiers. Donc on part, voilà, comme je vous l'ai dit, 15 ans d'expérience. En tant que designer, on a des missions quand même qui sont plus courtes en termes de temps que des projets de réalisation. Donc ça nous permet de voir beaucoup de sujets pour beaucoup de clients, donc d'avoir quand même une vue assez représentative de comment aujourd'hui appliquer l'agilité. Alors au niveau d'un produit, là on redescend un peu d'un cran, hein, on n'est pas au niveau d'un train ou d'une organisation. Et déjà, il faut que ce soit bien fait au niveau d'un produit avant de penser à l'échelle, on va dire. Et c'est un petit peu ça qu'on va vous montrer, nous, avec notre retour d'expérience. Comment est-ce qu'il faudrait compléter l'agilité pour travailler plus, enfin en tout cas, sur de la vraie agilité. Alors déjà, petite question, est-ce que vous savez le taux de réussite des projets informatiques? Vous avez une idée? 20-30%. 30% qui réussissent à peu près? Ouais. Les autres? Oui, je dirais c'est 40%. Ouais. Donc on est, en fonction des études, on va dire, on est à 50 à 70% de taux d'échec. Donc on est pire que pour les mariages, j'allais le dire. Donc ce constat, il y a des raisons principales, on va dire, il y a un top 3 des raisons. Il y a le manque de clarté des enjeux dès le départ. On parlait de valeur, mais qu'est-ce que c'est concrètement la valeur qu'on vise? Comment est-ce qu'on l'exprime et comment est-ce qu'on va la mesurer? Il y a le manque d'alignement autour de ces enjeux. Parfois, il y a des gens qui les connaissent, mais qui ne les partagent pas forcément avec l'équipe, donc tout le monde ne tire pas dans la même direction. Et ensuite, il y a le manque d'implication des utilisateurs dès le départ. Et ça, on le sait depuis des années, et quand vous démarrez un nouveau projet, enfin nous, on arrive sur des projets qui ont déjà démarré souvent, ben, on demande qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir en termes de valeur, et est-ce que vous avez parlé aux utilisateurs? Souvent la réponse est non et non. Donc voilà, on continue quand même, alors qu'on sait que c'est les raisons principales des échecs. Après, tout au long d'un projet, on va être amené à faire des hypothèses qui vont être parfois très risquées et qu'on ne va pas valider. Et si elles s'avèrent fausses, finalement, ben, ça remet carrément en question l'existence même du projet. Ces hypothèses, on les fait à différents niveaux. Sur la problématique de départ, est-ce que c'est vraiment une problématique assez forte pour que demain, des gens adoptent un futur produit et des nouvelles façons de travailler? Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un symptôme? Est-ce qu'on adresse vraiment la problématique à sa racine? On fait aussi des hypothèses sur les utilisateurs. Quand vous arrivez sur un projet, un utilisateur, c'est souvent un profil applicatif qui va avoir droit à certaines fonctionnalités, mais concrètement, on ne connaît pas sa réalité terrain, on ne sait pas quelles sont ses activités, les difficultés qu'il rencontre et en quoi le produit va l'aider demain. Et ensuite, on fait aussi des hypothèses sur le produit. Dès que l'équipe projet a des idées de solutions, de fonctionnalités, de contenu, de manière d'agencer un écran, ça reste des hypothèses de solutions. Si on ne le vérifie pas le plus tôt possible, ben, on risque de se retrouver à livrer des choses qui ne seront pas utilisables dans le contexte opérationnel de l'utilisateur. Et le troisième écueil qu'on observe, du coup, ben, par le manque de connaissances, notamment des utilisateurs, par peur qu'ils manquent des choses dans le produit, on va avoir tendance à mettre beaucoup plus de fonctionnalités que le réel besoin, à rajouter beaucoup de données, d'informations. Et ça va complexifier le produit, ça va le rendre plus coûteux aussi, parce que c'est plus de choses à développer, à maintenir, à faire évoluer. Et cette complexité, ben, elle va avoir un impact direct auprès de l'utilisateur, qui lui maîtrise son activité métier, s'attendait à avoir un outil qui le supporte, et au final se retrouve avec une application qu'il doit apprendre en termes de fonctionnement, et qui parfois est à l'opposé en termes de logique de sa façon de travailler. Donc on le ralentit, on le freine en plus dans son évolution professionnelle. Et forcément, ça a un impact après directement pour l'entreprise, parce qu'un produit qui n'est pas compris des utilisateurs ou qui n'est pas utilisé comme le pensait, c'est moins de productivité, c'est du support à mettre en place, de la formation. On a des clients qui mettent en place des supports téléphoniques juste pour répondre aux utilisateurs, pour leur dire comment marche le produit. Donc tout ça,
fait que finalement on a mis de l'argent dans une application qui n'est pas rentable et qui nous coûte de l'argent. Donc ça, c'est un petit schéma classique dans le domaine de l'informatique qui nous montre le coût de prise en compte des retours utilisateurs. Si on attend le déploiement, ça coûte 100. Si on les avait anticipés au moment du développement, ça aurait coûté que 10. Et c'est là où l'agilité a amené, on va dire, une évolution. C'est que maintenant, quand on a délivré, ou en tout cas quand on a construit une itération du produit, on fait des démonstrations aux utilisateurs, mais ça reste des démonstrations. C'est-à-dire que ce n'est pas un crash test. L'utilisateur n'est pas en train de manipuler, d'utiliser le produit de la situation. Mais on peut quand même capter quelques premiers feedbacks qui sont au moins coûteux à prendre en considération. Mais l'idée, ça va être vraiment d'itérer encore plus tôt, à moindre coût, là où ça coûte que 1, avec des supports un peu plus légers, comme on le verra tout à l'heure, par du prototypage ou autre. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'agilité a un peu amélioré les choses, mais n'a pas révolutionné non plus la manière dont on pense et on construit les produits. Alors oui, on a une boucle de feedback qui est un peu réduite auprès des utilisateurs, mais comme j'ai dit, ça reste des démos, ce n'est pas des mises en situation. On a quand même développé le produit à ce stade-là, et donc ce qu'on peut voir, c'est que on est quand même, voilà, vous voyez, à 58% de projets qui sont soit en échec total, soit en difficulté vis-à-vis de leur adoption et de l'atteinte des enjeux de l'entreprise. Donc, ça n'a pas été la solution miracle, mais c'est un premier pas, j'allais vous dire. Donc, le constat qu'on a fait sur les 15 dernières années, avec les débuts de l'agilité et puis son évolution, c'est que aujourd'hui, l'agilité, c'est un process de delivery. C'est-à-dire qu'à partir d'un backlog qui a été construit, ça va aider l'équipe à se mettre en ordre de marche pour le construire petit bout par petit bout, s'assurer qu'on a bien construit ce qu'on avait dit qu'on allait faire, montrer ça aux utilisateurs le plus tôt possible et prendre en compte des feedbacks. Mais comment est-ce qu'on construit ce backlog ici? Et là, l'agilité ne vous donne pas finalement de recette miracle, et c'est finalement en fonction de chaque PO, de son expérience, de son expertise, des méthodes complémentaires qu'il va amener, que ce qui est là, ça va être sécurisé ou pas, j'ai envie de dire. S'il faut, on va se mettre en ordre de marche sur un produit qu'il ne faudrait même pas construire. Donc en gros, les situations qu'on observe, c'est qu'on a des PO qui sont catapultés, on leur dit tu as un mois pour construire un backlog parce que l'équipe de développement elle est prête, il ne connaît pas forcément les business, il ne connaît pas les utilisateurs, il a un peu cette pression, il n'est pas forcément en plus 100% disponible pour le projet parce qu'il a aussi des activités métiers à côté, et donc on se retrouve voilà, vite rushé pour sortir quelque chose sans forcément vérifier ce qu'on va mettre dans le backlog, si c'est pertinent ou pas. Il n'y a souvent aussi pas d'accès aux utilisateurs, donc il fait lui avec sa connaissance et avec sa bonne volonté, mais on ne peut pas sur des sujets aussi complexes inventer finalement ce dont ont besoin les utilisateurs sur des process métiers. Donc forcément, mais ça veut dire qu'ici, on a une liste de fonctionnalités, mais qui n'a pas été définie avec une stratégie bien définie, avec des besoins utilisateurs bien captés, et donc il y a vraiment des difficultés à prioriser, à savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a souvent des discussions un peu sans fin sur qu'est-ce qu'on prend dans la prochaine itération, des scopes qui changent au dernier moment, voilà, parce qu'on n'a pas de ligne directrice claire finalement pour faire des choix. Et enfin, quand on arrive à la partie développement, on a aussi souvent des US qui sont assez textuels, donc assez libres en termes d'interprétation par les différents acteurs, et on peut se retrouver avec des choses qui sont développées, qui ne sont pas forcément ce qu'attendait le PO initialement. On a des échelles qui sont perfectibles, parce que les équipes de développement, que ce soit des business analysts, le PO qui contribue ou les développeurs, ne sont pas forcément des experts en termes d'ergonomie et de design, et donc ils vont faire au mieux dans les tâches qui leur sont déjà affectées et qui leur prennent du temps pour proposer des choses. Et après, on a des équipes qui peuvent être parfois peu impliquées, on a des projets qui durent longtemps, quand le sens, finalement la stratégie n'est pas claire vis-à-vis d'un produit, les gens se démotivent, ne savent pas trop pourquoi ils font ça, ont l'impression aussi des fois de faire des choses inutiles, ce qui peut voilà, casser cette motivation. Donc il faut vraiment aussi rebooster ça et donner une vision plus claire. Et enfin, comme on disait, les retours utilisateurs, même si on peut faire des démos après le développement, le produit a quand même été développé. C'est assez rare qu'on casse ce qu'on a développé parce qu'on est assez cadencé pour vite développer le reste et livrer à une certaine date qu'on s'est imposée au départ. En plus, on parlait de valeur. Concrètement, moi quand je vais taper au projet Agile à leur porte et je leur demande quels sont vos indicateurs de succès, on me parle toujours de vélocité. La vélocité, c'est la capacité de l'équipe à produire rapidement des fonctionnalités. Ce n'est en rien un gage finalement de qualité de ce qu'on livre et d'apport de valeur. Donc il faut vraiment compléter un petit peu
toute cette logique-là pour revenir sur un vrai mindset agile qui au départ devait être on essaie d'apporter de la valeur, on livre les choses, on mesure et en fonction de où on en est, on adapte un peu le plan initial. Et malheureusement, l'opérationnel fait que on est pris par des contraintes de budget, de planning et on est plutôt en mode on aura réussi si on a livré ce qu'on a dit qu'on allait faire au départ en respectant les coûts et les délais. Donc il faut réussir à sortir de ça. Voilà, donc j'avais mis cette citation, mais qui est toujours intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on a maximisé l'efficacité de l'agilité pour délivrer, mais on n'a toujours pas réglé la question de est-ce que ce qu'on délivre, c'est vraiment ce qu'il fallait délivrer au départ. Je vous remercie. Donc, avant d'enchaîner, j'aimerais vous poser une question ouverte. Comment est-ce que vous définissez ce qu'est un bon produit? Qu'est-ce qu'un bon produit pour vous? Pas tous en même temps. Vous avez 2 heures. Mais je pense que c'est un produit qui répond déjà aux besoins des utilisateurs finaux, avant juste de répondre à une possibilité de développement ou autre, mais que ça réponde vraiment à un besoin précis. À l'image de ce que vous disiez aussi tout à l'heure, il faut que ce soit en cohérence avec ce qu'on attend réellement en termes d'utilisation, en termes de quotidien, d'aide aussi au business. Il faut que ça réponde, soit un peu un cahier des charges précis. Ouais. Donc il répond à un besoin qui soit utilisable dans le contexte d'usage de l'activité, en tout cas de l'utilisateur. Ouais. Qui a un bon ROI. Ouais. Donc un retour sur investissement pour qui du coup? Pour l'entreprise qui produit le produit. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai presque la même réponse et je rajoutais qu'il coûtait moins cher à produire que ce qu'il va rapporter, mais pas que à l'entreprise, à la société, à l'organisation. Le lien avec le Green Agile, en fait, ce que tu montrais juste avant, tu as fait un super produit, il sert à rien. Super, tu as un petit peu contribué à buter la planète. Quoi. Ouais. C'est super intéressant, vous avez globalement donné toutes les réponses qu'on attendait. Ouais. Ah, Je veux dire aussi peut-être un produit aussi qui arrive au bon moment. C'est aussi intéressant d'avoir un produit qui arrive quand l'utilisateur en a besoin et pas 5 ans après. Ouais, donc on revient sur le côté utilité au sens arriver au bon moment, au moment où j'en ai besoin. Quoi. Du coup, tous ces critères ils rentrent en jeu. Nous, la définition qu'on donne en UX design, c'est qu'un bon produit, c'est un produit qui répond à 3 critères. Donc, voilà, qui est viable auprès du client. Non, pardon. Oui, c'est ça, auprès du client, qui répond à ses enjeux, tout simplement, qui apporte un retour sur investissement intéressant pour lui, qui est aussi désirable pour l'utilisateur, qui répond à un vrai problème, une vraie problématique métier. Qui apporte de la valeur auprès de l'utilisateur et enfin qui est réalisable techniquement, qui répond à un cahier des charges déjà inscrit et qui est faisable techniquement. Et ce qu'on voulait appuyer là aussi comme message, c'est que on a tendance à penser que l'UX designer c'est un peu le magicien qui est là pour tout faire, pour apporter de la valeur au produit, mais en réalité il n'y a pas une seule personne qui est capable d'endosser tout ce rôle-là. Le designer il est là juste pour poser un cadre. Ce qui est important, c'est de réunir toutes les parties prenantes et toutes les têtes pensantes du projet. Donc, à savoir le PO, qui souvent, il n'est pas toujours disponible. C'est aussi pour ça qu'on réunit les têtes pensantes du projet. C'est que, comme je disais, une seule personne ne peut pas prendre en charge tout le projet. Donc, le PO, le responsable des techniques, et le responsable du coup de tout ce qui s'apparente à la valeur qu'on va apporter à l'utilisateur. Donc un bon produit, c'est un produit qui réunit ces 3 critères et qui réunit aussi ces 3 responsables de chaque pilier qui vont pouvoir discuter ensemble et apporter de la valeur ensemble. C'est ce qu'on disait, c'est que les projets, on fait des projets complexes côté IT, c'est pas juste des petits sites web marchands ou autres. C'est impossible qu'une personne à elle seule maîtrise et les aspects métiers, et les aspects utilisateurs, et les aspects technologiques du sujet. Donc, le designer va vraiment amener cette méthode de collaboration, qu'on va voir un petit peu plus en détail après, mais qui va faire que les sachants de chacun de ces domaines-là vont pouvoir collaborer et amener chacun leurs connaissances et leurs compétences pour qu'ensemble on construise le projet qui est à l'intersection de ces 3 cercles-là. Ce qu'on a aussi tendance à faire comme erreur, c'est de penser que la finalité, c'est le produit. Délivrer un produit, c'est la finalité. En réalité, c'est pas tout à fait ça. La finalité, finalement, c'est plutôt la valeur qu'on va apporter et la valeur qu'on va en retenir.
c'est le retour sur investissement. Et plus précisément, c'est plutôt l'utilisateur, la finalité, parce que c'est lui qui va utiliser le produit, c'est lui qui va réaliser les activités. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de se concentrer sur l'utilisateur, sur les activités au final et la valeur qu'on va apporter et qu'on va récupérer en retour, et pas juste voilà, se focaliser sur la solution qui est inscrite dans le cahier des charges et sur laquelle on ne démord pas, quoi. C'est vraiment ce changement de mindset qu'on va essayer d'apporter via l'UX, l'UX design. C'est essayer de se concentrer sur la valeur qu'on apporte et qu'on en retire, plutôt que se dire ok, on a une solution, il faut aller là-dedans parce que c'est comme ça qu'elle est inscrite et on n'en demandera pas, on ne changera pas. Voilà. Donc là, on va vous expliquer un petit peu la méthodologie rapidement de l'UX design. Chez Sopra, donc elle est chez Sopra Steria, elle est divisée donc en quatre étapes. Dans un premier temps, on va aller explorer un peu voilà, tous les besoins auprès des utilisateurs, essayer de comprendre leurs problématiques métiers, comprendre voilà, les activités qu'ils font au quotidien et là où nous on peut intervenir. Ensuite, on va définir quel sera le succès de notre projet vis-à-vis de ces problématiques. Voilà, comment on estime que notre projet sera un succès. Pour ça, on va définir des métriques qui pourront nous servir tout au long du projet à mesurer le progrès et voilà, être sûr qu'on soit bien dans les cadres. Ensuite, on va concevoir la solution donc, via le biais par le biais de prototypes donc, que nous on appelle des maquettes, voilà, des mock-ups qui vont servir de support de discussion finalement entre toutes les parties prenantes du projet, qui vont aussi servir de support au développement. Donc voilà, cette partie-là de conception qu'on va aussi adresser aux utilisateurs en dernière étape. Donc voilà, on va revenir vers les utilisateurs pour tester qu'on apporte bien de la valeur. Et donc comme je le disais précédemment, l'idée c'est de vraiment montrer ce changement de mindset, essayer de penser différemment, dans le sens où la finalité c'est pas le produit, c'est plus la valeur qu'on apporte. Donc c'est pour ça que c'est important de se focaliser sur les métriques qu'on aura définies en amont et de les mesurer régulièrement pour être sûr qu'on soit bien dans les clous, voilà, et qu'on apporte toujours de la valeur et qu'on soit bien aligné avec les enjeux métiers et la valeur qu'on apporte aux utilisateurs et qu'on répond à la problématique. Donc rapidement, cette slide-là, c'est pour vous expliquer un peu voilà, l'enchaînement des différentes activités. Donc vous pouvez retrouver les 4 étapes que je vous ai présentées précédemment: explorer, définir, concevoir et évaluer. On aura même le backlog, mais Christophe y reviendra plus tard. Ce que je vais vous montrer là, c'est que on a voilà, un enchaînement en fait, de tous les outils qu'on a en place. Et finalement, chaque activité, chaque insight qu'on va découvrir va servir pour l'étape d'après. Donc on a un peu cette idée de cascade dans le process où voilà, dans notre impact map, on va mettre cet impact, parce que précédemment on est allé sur le terrain, on a étudié les problématiques métiers et on sait que voilà, cet impact il est exploitable. De la même manière, on va faire le même exercice pour toutes les étapes suivantes. Voilà. C'est bien pour vous montrer qu'on a cette cascade finalement de toutes les activités et que chaque insight sert à une étape suivante. Je tiens aussi voilà, à vous montrer rapidement donc, l'implication des différentes parties. Donc on revient sur nos responsables des 3 piliers, le PO, l'UX designer et le tech leader. Et vous voyez bien qu'à différentes étapes, ils ont des contributions différentes. Donc voilà, ça fait sens finalement parce qu'au moment du développement, c'est plutôt le tech leader qui va prendre le lead sur le développement et finalement l'UX designer va s'effacer un peu. Ce qui est important, c'est vraiment qu'ils soient tout le temps présents, mais pas forcément à la même hauteur. Lors des recherches utilisateurs, par exemple, le tech lead sera moins présent, mais c'est bien de l'impliquer sur une des interviews pour qu'il entende les discours, par exemple. Quand on passera au moment de la réalisation, le designer sera là peut-être pour challenger un peu les réalisations par rapport au prototype, et il sera forcément moins impliqué que les équipes de réalisation qui vont produire à ce moment-là. Donc là, on va zoomer, je crois que tu vas avancer un peu, voilà, on voit toujours l'enchaînement des étapes. On va zoomer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement les livrables et mieux vous montrer les liens en fait, qui sont faits et qui vont nous emmener après justement sur le process agile et l'évaluation de la valeur. C'est juste une petite citation d'Albert Einstein qui met en lumière un peu l'idée qu'on essaie de vous expliquer là. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir à la solution. Donc on est vraiment dans cette démarche-là de
on ne se focalise pas sur la solution, on réfléchit au problème. C'est quoi les problématiques de l'utilisateur, où est-ce qu'on peut apporter de la valeur et par la même occasion voilà, en récupérer. Parce que derrière, voilà, l'idée c'est que si je t'apporte de la valeur, moi derrière je gagne en productivité. Donc c'est important pour ça de bien adresser finalement le bon message et se dire que la finalité c'est pas la solution, c'est pas le produit qu'on va délivrer, c'est plus la problématique et comment on va la résoudre. Ce qu'on observe aussi, c'est que quand la problématique elle n'est pas claire, il y a beaucoup de débats subjectifs sur la solution, beaucoup d'allers-retours, chacun donne son avis, on casse des choses qu'on a fait. Quand la problématique elle est limpide, la solution elle est évidente pour tout le monde en fait. Et on peut argumenter et comparer les solutions par rapport à leur efficacité au regard de ce qu'on essaie d'atteindre. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de prendre ce temps-là, de poser les bases qui vont être le cadre de réflexion, le cadre de décision. Et quand ça c'est posé, après ça roule. Je veux dire, produire des maquettes, ça va vite quand on sait ce qu'on essaie d'accomplir. Et développer, ben, on a des équipes d'experts, ils vont vite aussi. Mais au moins, on sait qu'on part dans la bonne direction dès le départ. Donc, on va vous expliquer un peu les types de livrables qu'on peut avoir, que vous avez rapidement vu sur les slides précédentes, mais on va rentrer un peu plus dans le sujet. Voilà, globalement, là, on est dans la phase d'exploration, donc on peut avoir différents livrables qui seront produits à la suite d'enquêtes, d'interviews. On va venir sur le terrain pour vraiment étudier c'est quoi notre cible, qui est notre utilisateur. Et via toutes les données qu'on va récolter, on va pouvoir dresser un tableau, finalement un tableau fictif de notre utilisateur, de notre cible, qui est donc le persona que vous voyez là. Donc voilà, finalement c'est un profil qui va renseigner toutes les informations qu'on doit garder à l'esprit tout au long du projet. Donc on va avoir différents critères, différents topics sur ce persona-là, des choses qui sont intéressantes d'avoir tout au long du projet. Donc voilà, pour être sûr qu'on est toujours aligné avec les besoins utilisateurs et qu'on adresse les bonnes solutions pour les bonnes problématiques. Donc voilà, typiquement, on vous en a cité certaines. Ça peut être enrichi en fonction de la pertinence aussi des données qu'on veut monter dans ce persona. Voilà, ça dépend vraiment de votre problématique et du profil que vous avez en face de vous. De la même manière, vous avez ce type de livrable-là, qui est donc toujours dans la phase d'exploration, qui est l'UXMap. Donc là, pour le coup, grâce à toutes les données qu'on va récolter, avec ces enquêtes, ces interviews, on va essayer de dresser un enchaînement de toutes ces actions, de toutes ces activités qu'il va mener tout au long de son process métier. Et donc lister toutes les actions qu'il va avoir à faire et les frustrations qui va nous remonter à ce moment-là. Ça nous permet d'avoir une vision claire sur quel est ce problème, quels sont ces points bloquants, et où est-ce que nous on va pouvoir intervenir pour apporter de la valeur. J'en profite aussi pour compléter, il y a certaines méthodes d'exploration qui peuvent être combinées aussi. On ne fait pas juste une interview ou juste des enquêtes. Parfois c'est intéressant aussi de coupler certaines méthodes, donc parfois de retourner auprès des utilisateurs, avec une enquête terrain on va dire, et également des interviews ou parfois les compléter par des enquêtes. Parce que parfois, typiquement, on se rend compte qu'il y a des décalages entre ce que l'utilisateur nous dit et ce qu'il fait réellement. Parce que typiquement, il y a certaines actions dans son process métier qui sont tellement évidentes pour lui qu'il va oublier de nous en parler. Donc c'est intéressant parfois d'aller sur le terrain et d'étudier vraiment c'est quoi ces actions, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, et de voir si ça match avec ce qu'il nous dit à l'oral. Je te laisse continuer. Ouais. Donc là, on a vu la phase explorée, on va recueillir la connaissance utilisateur. Et une fois qu'on a capté cette connaissance-là, on va la remonter, la partager avec l'équipe, avec le métier. Et on va travailler avec lui à définir ce que devrait être le futur produit en termes de contenu et de fonctionnalité. Donc pour faire ça, on va partir des enjeux du client. Donc on va se poser la question par rapport à ces enjeux stratégiques, quels sont les objectifs qu'il essaie d'accomplir. Peut-être qu'il en aura plusieurs, on va les prioriser et on va se dire, partons sur ce premier objectif-là et posons-nous la question, demain, les acteurs qui peuvent nous aider à atteindre cet enjeu-là, qu'est-ce qu'ils devraient faire différemment? Parce que si aujourd'hui on n'atteint pas l'enjeu, c'est que dans la façon de travailler de ces employés, il y a quelque chose qu'il faut optimiser, on va dire. Donc on part de son enjeu, on se dit quels sont tous les acteurs concernés, ça peut être des utilisateurs du produit, ça peut être des gens qui interagissent directement avec les utilisateurs, ou des services, par exemple le service juridique de l'entreprise qui a aussi une incidence sur l'impact, sur l'enjeu à atteindre, pardon. Et on va se dire, ces acteurs-là, demain, par rapport à ce qu'on a pu observer sur le terrain, voilà ce qu'il faudrait qu'ils fassent différemment. C'est les changements qu'on doit apporter dans leur façon de faire,
Et ça, c'est la finalité de tout notre travail. C'est-à-dire amener ce changement-là via un produit qu'on leur mettra dans les mains demain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu le problem space. Et ensuite, on va réfléchir aux solution space. Qu'est-ce qu'on peut amener comme solution, nous, en tant qu'équipe projet, au travers du produit sur lequel on est mandaté, pour générer ce changement utilisateur. Et qu'est-ce qui va se passer? On va brainstormer sur tout un ensemble de solutions. On va prioriser les plus prometteuses. On va se dire, on démarre par ça. On va mettre en œuvre telle fonctionnalité. On va vérifier est-ce que ça a bien amené le changement attendu auprès des utilisateurs. Oui. OK. Est-ce qu'on a tel enjeu qu'on s'était fixé au départ pour l'entreprise? Oui. Peut-être que le projet est terminé, on peut arrêter là. Et on n'a pas forcément besoin de faire tout le reste. Ou alors, oui, on a bien atteint ici le changement qu'on s'était fixé, mais on n'a pas encore atteint l'enjeu, même si on a progressé. Okay. Qu'est-ce qui est le plus prometteur ensuite à adresser? C'est plutôt ce comportement-là qu'il faudrait changer. On choisit une solution, on développe, on mesure. Est-ce qu'on a atteint? Oui, peut-être que le projet peut se terminer. Et là, on parle vraiment de pilotage stratégique du produit. On ne dit pas on va faire ce qu'on a dit qu'on ferait au départ. On met des indicateurs de succès, on va voir un peu plus en détail sur l'objectif client et sur les comportements à changer. On livre des choses, on mesure cette fameuse valeur, et d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue entreprise. Et en fonction de où on en est, on adapte le plan. Donc l'avantage aussi avec ce type de technique qui s'appelle l'impact mapping, c'est que vous avez directement le lien avec l'agilité. Ça peut se lire comme des user stories. Donc pour les backlogs agiles, vous allez dire en tant que tel utilisateur, je veux telle solution afin de tel impact. Voilà. Donc ça veut dire que vous sortez d'un atelier de ce type-là, qui est basé sur la connaissance que vous aviez des utilisateurs pour identifier les changements, et le PO peut directement alimenter un backlog directement en sortant de l'atelier sans avoir à reformuler les choses ou les repenser. Donc comme je vous disais, ça a des options de solutions, on ne va pas tout faire, on va se dire par quoi est-ce qu'il faudrait démarrer. Donc on fait une priorisation des solutions qu'on a imaginées. Nous, ce qu'on préconise sur la partie X, c'est toujours d'utiliser les critères qui correspondent aux 3 cercles qu'on a vus tout à l'heure. D'un point de vue business, d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue technologique, est-ce que c'est des choses qui sont fortement attendues ou pas? Et ça, donc c'est pas mathématique, mais ça va aider le PO en se disant, dans la prochaine itération, moi je vais prendre ces 3 items qui ont une forte valeur pour l'entreprise, mais qui apportent peut-être pas forcément énormément de valeur à l'utilisateur, mais en contrepartie, je vais prendre ces 3 items-là qui amènent de la valeur aux utilisateurs. Et donc on cherche toujours ce donnant-donnant pour que le produit soit adopté et utilisé, qui génère les changements attendus auprès des utilisateurs, qui moi provoquent mon enjeu business. Donc quand on sort finalement de cet exercice d'impact mapping et cette priorisation, on est capable de formuler finalement un peu une vision produit initiale, avec notre vision initiale qui est liée à l'enjeu qu'on avait au niveau de notre impact map, les impacts qu'on a sélectionnés, ceux qui nous semblent les plus prioritaires à adresser dans les changements de comportement utilisateur, les solutions qu'on a sélectionnées pour notre première version par exemple, et la dernière chose qu'il nous reste à faire, bon, déjà c'est partager ça avec l'équipe pour que tout le monde soit aligné, pour comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire et à quoi ça va contribuer d'un point de vue utilisateur et business. Et ensuite, c'est mettre ces fameuses métriques de succès. Et donc, c'est là où on va se poser les questions. Comment est-ce qu'on va mesurer qu'on a bien atteint l'enjeu business au niveau des KPI? Et sur ces comportements-là, utilisateurs, quels sont les comportements critiques qu'on va vouloir suivre de près et sur lesquels on va mettre un indicateur pour s'assurer que quand on livre quelque chose, on avance dans la bonne direction. Et ensuite, donc, on va poser un tableau de bord avec ces indicateurs qu'on aura posés ensemble. Et le rôle du PO, j'ai envie de dire, c'est tous les jours se connecter à son indicateur de tableau de bord, vérifier si on est dans le vert ou pas. Et si ce n'est pas le cas, réunir l'équipe et se dire dans la prochaine itération, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en termes de solutions pour que l'indicateur qui est orange il passe au vert demain. Donc là, on a vraiment un pilotage par la valeur, avec des indicateurs qu'on définit dès le départ. Oui, on n'a même pas encore réfléchi à quoi va ressembler la solution, mais on a posé les règles du jeu dès le départ. Donc là, on a concrétisé la valeur, et d'un point de vue business, avec les KPI qui sont liés à la vision produit, et d'un point de vue plutôt utilisateur, avec les apports qu'on veut lui apporter ou les changements qu'on veut générer chez lui. Je vous prends un exemple tout bête pour illustrer ça. Imaginons, vous avez un client qui vous demande de refaire une application pour des gestionnaires de dossiers. Donc, peu importe le type de dossier, c'est un exemple générique. En fait, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en creusant l'enjeu, il va avoir plus de dossiers à traiter et moins en moins de personnel. Donc il va falloir qu'il traite plus de dossiers avec moins de monde. Donc son enjeu initial, son KPI business, ça va être le délai de traitement moyen des demandes. On va vouloir le réduire, ce délai de traitement. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que finalement, on fait nos UX maps, nos personas, la perte de temps numéro 1 des gestionnaires,
ben, elle est plutôt du côté des demandeurs. C'est que des fois, ils reçoivent des demandes incomplètes et le temps de rappeler les demandeurs pour avoir les informations, c'est très chronophage pour eux. Et donc là où finalement, on avait imaginé faire l'outil pour le gestionnaire, quand on fait notre impact map, on se dit qu'on a un acteur qui est le demandeur et le changement de main qu'on veut provoquer chez lui, c'est arrêter d'envoyer des demandes incomplètes. Et donc on se dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réussir à amener ce changement-là. Et une des solutions, c'est juste de faire une petite interface de saisie avec des contrôles à la saisie en ligne pour que les gens n'oublient pas des informations. On met ça en place, on va mettre un indicateur sur le nombre de demandes incomplètes, donc sur le changement de comportement utilisateur. Quand on arrivera à 100%, on va vérifier est-ce qu'au niveau du temps de traitement, on est bien arrivé à ce qu'on visait. Et si on est bien arrivé à ça, et s'il faut, on n'a même pas besoin de faire l'outil pour les gestionnaires. Donc c'est vraiment ça, cette logique-là de valeur, et au niveau utilisateur et au niveau business, qu'on va essayer de cibler dès le départ. C'est bon toujours? Ouais. Allez, donc là, une fois qu'on a posé finalement la stratégie produit, on sait ce qu'on va faire, et d'un point de vue business et d'un point de vue utilisateur, les apports qu'on va leur apporter. Alors idéalement, aussi, les changements qu'on va amener aux utilisateurs, c'est des bénéfices qu'ils attendent de leur côté. Parce que si l'utilisateur il perd du temps et c'est frustrant pour lui, et qu'on lui fait gagner du temps de main, ben lui il est content et le business il est content aussi. Donc c'est vrai, c'est ça qu'on va chercher aussi dans le périmètre qu'on adresse. Une fois qu'on a ciblé dans le périmètre fonctionnel, ben, on va se dire comment est-ce qu'on va organiser tous ces contenus et fonctionnalités de manière logique pour l'utilisateur pour réaliser son activité. Donc là on va faire ce qu'on appelle un peu des plans de site, des user flow. En gros, c'est comme faire le plan de la maison avant de construire les murs, on va dire. Et ça nous permet, quand on rajoute des nouvelles fonctionnalités, ben, de les poser de manière logique dans le parcours de l'utilisateur. Et donc quand on a posé un petit peu cette architecture logique, après on va zoomer dans les différentes boîtes pour voir à quoi ressemblent les différentes fonctionnalités en termes d'écran. Et c'est là où donc on zoome et on arrive sur le travail de maquettage, prototypage. On a différents niveaux de fidélité. Parfois on fait ce qu'on appelle des wireframes. En gros c'est la même chose en noir et blanc parce qu'on ne veut pas se polluer la discussion avec le choix des couleurs, les icônes à ce moment-là, mais plutôt sur quelles informations on met sur les écrans et comment est-ce qu'on les organise. Et ensuite on arrive à un niveau de fidélité haut, avec vraiment à quoi doit ressembler l'application une fois qu'elle sera développée. Et ça va servir de support de discussion, ça va vraiment servir à éviter les débats, on va dire les interprétations des uns et des autres, parce qu'une image vaut 1000 mots, hein, on le voit, ça permet ça. Et ça va servir aussi aux développeurs parce que les outils de prototypage génèrent pour les développeurs tous les éléments qui leur permettent après d'implémenter les différents écrans. Et donc ça reste des hypothèses de solutions. Comme je disais au début, on fait beaucoup d'hypothèses sur un projet, il faut les tester le plus tôt possible. Et donc la dernière étape de la démarche, c'est l'évaluation, où on revient vers les utilisateurs, non pas pour leur faire une démo comme on le fait en agilité en leur disant voilà comment ça va fonctionner, mais plutôt en leur disant ben demain, ton chef de service il te demande de faire telle activité, voilà l'application, comment est-ce que tu ferais? Et donc c'est un peu un crash test et on voit justement ben, s'ils la comprennent, s'ils arrivent à l'utiliser, s'ils sont efficaces avec, ou au contraire, ben, toutes les problématiques qu'ils rencontrent, qu'on va pouvoir du coup corriger à moindre coût parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore commencé à développer le produit. Donc comment est-ce qu'on mixe tout ça? Donc ce qu'on a pu voir, déjà, c'est que la première étape du design va amener un petit peu cette vision stratégique qui manque parfois à l'agilité, où on démarre plutôt du backlog sans trop savoir comment ça a été construit, avec les écueils qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est en amont, et on aide à poser cette vision avec l'enchaînement des activités que vous avez montré tout à l'heure Jade, avec nos indicateurs de succès qui sont définis, notre MVP aussi. On faisait nos user flow, nos prototypes. On fait nos tests utilisateurs. Ce qui a bien marché, ça part dans le backlog. Ce qui n'a pas marché, ben, ça va être retravaillé. Et l'implémentation agile peut ensuite démarrer à ce stade-là. Le designer sera à nouveau présent ici pour aider les équipes justement au moment de l'intégration s'il y a des difficultés ou autres et trouver des alternatives. Et ensuite, on va se retrouver à livrer le plus tôt possible la solution aux utilisateurs et via les indicateurs de succès qu'on avait définis au départ, ben c'est là qu'on va vérifier est-ce que la solution a amené le changement attendu auprès des utilisateurs dans leur façon de travailler, est-ce que ce changement a bien généré la valeur d'un point de vue business qu'on a posé au départ. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va adapter justement le plan initial. Donc c'est un peu cette partie-là. Comment est-ce qu'on obtient ces indicateurs-là? En fonction des indicateurs, ça va dépendre. Si c'est des indicateurs qui peuvent être obtenus par de l'analytics, par exemple, sur un temps de tâche moyen, ben, il y a des outils qu'on peut câbler sur notre produit pour obtenir ces valeurs-là. Ça peut être aussi tout bêtement des requêtes en base de données. Hein. On n'a pas forcément besoin de s'outiller avec des choses très lourdes. On peut très bien dire, je fais une requête sur, je sais pas moi, un nombre de dossiers créés, ou le temps de démarrage et le temps de fin de création pour voir le temps que ça a pris. On s'arrange avec les développeurs au départ,
Et dès qu'on pose ça, de toute façon, c'est pour ça que le tech lead doit aussi être là dès le démarrage. On voit avec lui qu'est-ce qu'on va être capable d'obtenir et il faut mettre l'outillage en place dès le démarrage. Ça peut être des KPI business qui sont générés dans des outils comme Business Object ou autres, pour voir l'impact que ça a eu sur le métier, ou alors des questionnaires qu'on peut envoyer à intervalles réguliers aux utilisateurs si c'est plutôt sur du, pas du subjectif, mais de l'interpréter, on va dire, et pas forcément des choses mesurables au niveau de l'outil. Donc, on voit où on en est des indicateurs, chaque fois qu'on a livré une itération du produit, et en fonction de ça, ben, soit on a atteint l'enjeu ou le comportement qu'on a voulu changer, il est atteint, et bien on se pose la question, est-ce qu'on continue quand même dans cette voie-là pour aller encore plus loin que ce qui était prévu, ou est-ce qu'on passe sur un autre comportement utilisateur à adresser? Si on a fait des progrès mais on n'a pas encore atteint l'indicateur voulu, ben, est-ce qu'on continue dans cette direction-là? Et par contre, si on n'a pas fait de progrès, est-ce que c'est la solution qui n'allait pas? Est-ce que c'est que finalement on ne peut pas agir sur ce comportement-là comme on le souhaitait, on passe sur un autre comportement? Mais l'idée, c'est toujours de dire, en fonction de où on en est, on réunit l'équipe et on décide ensemble. On fait des choix stratégiques par rapport à ça. Voilà. Et pas on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire dans l'itération 2 parce qu'on l'avait dit au départ. Donc on avait vu tous les petits problèmes qu'avait notre PO au début en phase d'agilité classique. L'agile UX finalement, comme on l'a dit, hein, l'idée c'est plutôt d'être un trinôme là, avec le représentant business, utilisateur et technologique, qui travaillent ensemble au travers de la méthode UX pour bien définir la stratégie initiale et le contenu du backlog. Et les avantages, c'est quoi? C'est que déjà il y aura une répartition claire des activités par rapport au niveau d'expertise des uns et des autres. Hein. Comme je disais, une personne ne peut pas être sachante sur tous les sujets d'un projet aussi complexe. Il va y avoir une méthode qui est structurée, qui va aider les gens à travailler ensemble, et du coup, il y a des perspectives multiples avec cette vision business, cette vision utilisateur, cette vision technique. Ensuite, ce qui est dans le backlog, comme c'est issu d'une stratégie produit qui est claire et partagée avec l'équipe, il n'y a pas trop d'ambiguïté et la priorisation se fait beaucoup plus facilement en fait. Il y a moins d'aller-retour subjectif. Les hypothèses ont été validées, notamment au travers des tests utilisateurs qu'on fait dès la phase UX. Et ensuite, au moment de l'intégration, les prototypes sont moins source d'interprétation que des user stories textuelles. Les développeurs ont les supports pour intégrer les écrans pixel près. Ce sont des écrans qui ont été faits par des professionnels, donc en termes d'ergonomie et de design, ce sera beaucoup plus abouti que des gens pour qui ce n'est pas le métier et qui n'ont pas le temps de faire ça, parce qu'ils sont déjà occupés sur d'autres tâches. Et on parle vraiment d'une équipe de missionnaires, là où parfois on parle plutôt de mercenaires, où chacun fait sa tâche dans son coin. Hein. Moi j'ai fait mon US, moi j'ai fait mon développement. Là on est tous en mission pour accomplir une vision qu'on a posée ensemble, donc tout le monde tire dans la même direction. Et bien sûr, le plus important, c'est cette boucle de feedback qui du coup est vraiment sur la valeur qu'on a vraiment définie concrètement et posée, et qu'on mesure pour pouvoir faire des choix ensuite sur qu'est-ce qu'on met dans les prochaines itérations. Donc on adapte stratégiquement le contenu du produit, parce que, j'ai dit tout à l'heure, la finalité ce n'est pas de livrer une application, c'est de changer les comportements utilisateurs, et le produit n'est qu'un moyen en fait. Donc peu importe ce qu'il y a dedans, j'allais dire on s'en fout un peu quoi. Donc ça rapidement c'est pour vous montrer qu'il existe un référentiel d'éco-conception qui répond à des enjeux environnementaux qui vont devenir de plus en plus forts, à fort impact dans les projets, qui vont devenir les enjeux de demain. Et dans ce référentiel, vous avez des points qui touchent notamment à la stratégie et à l'UX UI design. Il faut savoir qu'en mettant en place de l'UX UI design dans vos projets, vous couvrez déjà 25 points de ces deux sujets dans ce référentiel-là. Donc voilà, on prend déjà de l'avance sur les problématiques de demain et sur les enjeux d'éco-conception. Et rapidement aussi pour appuyer aussi le message, il y a beaucoup de statistiques aujourd'hui qui montrent que la valeur que vous pouvez apporter à vos projets en mettant en place de l'UX design. Et les statistiques montrent aussi qu'une entreprise qui met en place de l'UX design dans ses projets, elle surpasse les entreprises qui n'en mettent pas. Voilà. Et je finirai sur cette magnifique citation. J'aimerais d'abord, avant de conclure globalement cette présentation, j'aimerais vous poser une question. J'attends pas forcément de réponse, mais c'est plus pour vous amener à réfléchir. Si demain on vous disait on va vous apporter une solution, on va concevoir un produit, mais qui sera peut-être en total décalage avec ce que vous aviez déjà en tête, donc on va répondre à votre besoin, on va vous apporter de la valeur, mais avec une solution qui sera totalement différente de ce que vous avez déjà initialement prévu.
est-ce que vous seriez prêt à y aller? Est-ce que vous seriez prêt à investir? Donc voilà, j'attends pas forcément de réponse. Peut-être que dans la majorité des cas, ce sera non, parce que parfois il y a des coûts, ça demande des coûts, il y a des délais qui sont en jeu. Parfois aussi, les parties prenantes ne sont pas toujours disponibles, donc c'est parfois difficile à mettre en place. Mais ce que nous on essaie de vous inculquer, c'est ce changement de mindset. C'est pas se focaliser sur le produit final, mais plus sur voilà, comment on apporte de la valeur. Et finalement, voilà, c'est l'utilisateur, puisque c'est celui qui va utiliser le produit à la fin. C'est comment vraiment on apporte de la valeur, peu importe la solution. Voilà. Donc, il faut arriver à se détacher de on a un cahier des charges, il faut le respecter. Il faut essayer de se détacher de ça pour plutôt se focaliser sur voilà, comment est-ce qu'on apporte de la valeur, peu importe la solution. Et donc, on aime bien utiliser cette phrase, donc c'est un peu une phrase de start-upper, j'ai envie de dire. Fall in love with the problem, not the solution. Dans le sens où voilà, on appuie le message, il ne faut pas se concentrer sur la solution, mais il faut plutôt adresser les bonnes solutions aux bonnes problématiques. Et donc bien identifier les problématiques à la racine. Et je finirai cette présentation en vous disant qu'il faut arriver, pour vraiment réussir sa transformation agile, il faut faire de la bonne agilité, mettre en place de l'UX design, voilà, pour adresser, on va dire, les bonnes problématiques, les bonnes solutions dans nos bonnes problématiques, et être flexible dans sa manière de travailler finalement. L'UX design, c'est voilà, une méthodologie qui est très itérative finalement. Elle pose un cadre et permet de rassembler les têtes pensantes du projet pour mieux collaborer, mieux travailler ensemble et apporter de la valeur à la fin. Christophe, tu vois. On vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des remarques. Moi j'ai une question, c'est où est-ce que vous vous positionnez dans le process? C'est-à-dire que il y a tout un travail à faire pour les développeurs par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que grosso modo vous êtes là pour orienter la décision dans le cadre d'une étude de faisabilité par exemple? Est-ce que vous êtes bien en amont? Parce que si vous rentrez au moment du lancement du PI, personnellement je pense qu'il est trop tard. Ouais. Alors. Donc maintenant, si vous arrivez bien en amont, comment on réussit à vendre votre prestation auprès des métiers? Ouais. Parce qu'ils vont considérer que c'est du temps perdu entre guillemets. Alors c'est vrai qu'il y a différents cas, parce que tout le monde n'a pas une vraie maturité sur le sujet au niveau des clients. Mais comme vous dites, le mieux c'est d'être en amont sur un peu d'une étude de cadrage pour définir ce que devrait être le projet, en fait, le produit, et après lancer l'initiative projet pour la réalisation. Et nous, on continue à intervenir à moindre hauteur, on va dire, qu'au cadrage au départ, mais pour accompagner le projet et puis trouver des alternatives quand il faut adapter le plan notamment. Après, concrètement, aujourd'hui, ce qui est le plus souvent fait quand même, c'est qu'il y a un projet global qui est vendu, qui est chiffré sur une base un peu subjective, on va dire, de ce que devrait être le produit. Voilà, on doit mouiller, c'est un peu ça. Et nous, on est là au démarrage pour finalement adapter un peu le contenu de ce qui avait été pensé au départ par rapport justement à la réalité terraine, de ce qu'on va découvrir et tout ça. Donc on a une marge de manœuvre dans une enveloppe qui est souvent déjà un peu fixée au départ, mais on est quand même en amont de la réalisation. Et après, il y a aussi des cas où des fois ils lancent directement les développements dès le démarrage sur la base de ce qu'ils avaient, et nous, derrière, on cravache pour essayer justement de les freiner sur certains aspects. Alors après, on a des astuces, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui sont sécures entre guillemets, parce que dans tous les cas, il faudra le faire. Les utilisateurs l'avaient déjà, ça fonctionnait comme ça marchait très bien. Donc on peut alimenter les développeurs avec ça, en attendant nous de travailler sur les autres parties fonctionnelles du produit qui demandent plus de réflexion, on va dire. Donc on se pose sur la question comment faire un peu manger l'équipe agile, pendant que nous, on essaie avec les PO de cadrer un peu stratégiquement les autres parties du produit. Mais ça dépend vraiment des contextes projet. Et des fois, voilà, on va vraiment un cadrage, il n'y a même pas de projet derrière, et c'est à l'issue de cette phase-là qu'on déterminera s'il y a un projet qui se lance ou pas, si ça a une viabilité derrière. Et pour répondre à votre question, c'est est-ce que je prends une nouvelle solution ou pas? Tout ça, ça va dépendre de la conduite du changement auprès des utilisateurs. Donc c'est un élément à prendre en compte. Donc, voilà, si ça touche sur 3000, 4000, 5000 utilisateurs, même si votre solution est géniale, je pense que cette conduite du changement mettra peut-être un frein à votre. Et c'est important ce que vous dites, parce que
la démarche justement implique les utilisateurs. Donc elle va permettre d'initier en tout cas. Déjà, on va sur le terrain et on va voir ce qui leur simplifierait la vie de même. Donc on ne leur amène pas un outil où on va leur imposer un changement pour un changement. On sait que si on arrive avec quelque chose, c'est parce que significativement ça va leur amener de la valeur. Et on va l'impliquer pendant toute la construction de cette réflexion-là. Donc il va déjà y avoir un peu du bouche à oreille, des gens qui viennent, qui voient un petit peu le produit. Et après, avec toute une cellule de conduite du changement, de la communication qui peut être faite autour, justement pour éviter l'écueil du jour au lendemain, on va changer mon produit et moi je voulais pas ça. Quoi. Ouais. Après, alors je sais pas, les profils que vous avez, si ça vous parlait un peu les problématiques des PO là, ouais, ouais. Et bon, on vit dans le même monde. Quoi. Okay. Vous avez d'autres questions, remarques? Peut-être juste un retour. À un moment, tu parlais de mesurer ou de mettre en place les mesures au plus tôt. C'est quelque chose sur lequel je me bats pas mal dans les trains safe. C'est qu'en gros, ok, on a défini les métriques, mais si tu ne mesures pas avant, tu vas mesurer comment ton temps? Pour avoir c'est compliqué d'avoir la mesure initiale. Alors déjà, tout ce que je vous dis là, c'est compliqué. Attention, parce que mettre en place des mesures pour des clients qui n'ont pas ce mindset, qui ne sont pas forcément outillés non plus, obtenir la valeur de départ, de où on démarre avant de savoir où on veut arriver, c'est pas toujours évident. Donc le but, enfin, moi en tout cas, ce que je vous donne, c'est démarrer, ne faites pas une usine à gaz. Tout à l'heure, elle parlait, Odile, des tableaux de bord là, qui partaient dans tous les sens. Nous, ce qu'on dit, c'est prenez votre indicateur prioritaire business, par exemple le délai de traitement des demandes, là, dans le cas de tout à l'heure. Prenez les 2-3 comportements clés utilisateurs que vous voulez changer. Par exemple, arrêtez d'envoyer des demandes incomplètes, mettez un indicateur dessus, le taux de demande incomplète qui arrive, et focalisez-vous juste à mesurer ça, parce que ça, on sait que facilement, on peut le mettre en place, et ça va être stratégiquement important pour faire des choix derrière. Après, tout mesurer pour tout mesurer et ne rien en faire, ça, il faut éviter, quoi. Donc si on démarre petit, on peut s'en sortir, voilà, pour récupérer en base avec des requêtes la valeur initiale, ce genre de choses. Et soyons modestes au démarrage, et déjà, ça fera des grosses différences, je pense, par rapport à ce qu'on fait pas aujourd'hui, malheureusement. C'est ça? Tu l'autolances, Comment? Tu l'autolances, Eh bien, je l'encourage à faire ça.